La justice. Ce mot, il a l'air simple, non? On croit tous savoir ce que c'est. Et pourtant, derrière se cache une des questions les plus vertigineuses de toute l'histoire de la philosophie. C'est la question. Simple en apparence, mais elle a hanté les penseurs depuis des millénaires. C'est vraiment le cœur, le moteur de toute la philosophie politique. Pour y répondre, les philosophes, depuis des siècles, se sont lancés dans une immense conversation. Alors ce qu'on va faire, c'est se plonger ensemble dans ce débat absolument épique du monde antique jusqu'à aujourd'hui. On va donc voyager à travers ces grandes périodes. On part de l'Antiquité, on traverse les Lumières pour arriver à l'ère moderne. Et on va voir comment cette idée, l'idée de justice, a été façonnée, débattue et même complètement réinventée. Allez, on se lance. Premier arrêt, la Grèce antique. C'est là que tout commence. C'est là qu'on a dessiné les tout premiers schémas de ce que pourrait être la justice. Pour Platon, tout part d'un choc, d'un véritable traumatisme, l'exécution de son maître, Socrate. Imaginez, son mentor condamné à mort, légalement. Pour lui, c'est la preuve ultime que ce qui est légal n'est pas forcément juste. En fait, toute sa pensée sur la justice, c'est une réaction à ce système qu'il jugeait profondément corrompu. Alors, pour Platon, la justice, c'est pas juste un tas de règles à suivre. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est d'abord une harmonie intérieure, un équilibre. Une société juste, au fond, n'est que le miroir d'individus qui sont eux-mêmes justes, qui ont trouvé cet équilibre en eux. Et ce schéma illustre ça parfaitement. C'est son idée centrale. La cité juste, c'est l'âme juste, mais en plus grand. Platon dit qu'on a 3 parties dans notre âme. La raison, le courage et nos désirs. Eh bien, ces 3 parties correspondent exactement aux 3 classes de sa cité idéale. Les dirigeants philosophes, les guerriers et les producteurs. Et la justice dans tout ça, c'est quand chaque partie reste à sa place et fait ce pour quoi elle est faite, avec la raison qui dirige le tout. Et puis, il y a Aristote, l'élève de Platon. Et ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il va faire redescendre la justice sur Terre. Fini le monde des idées parfaites. Aristote, lui, il est pragmatique. Il regarde les cités qui existent vraiment. Pour lui, l'homme est un animal politique. Et la justice, ça doit se voir au quotidien, dans les relations entre citoyens. Et pour ça, Aristote nous donne une sorte de boîte à outils. Il distingue d'un côté la justice distributive, comment on répartit les honneurs, les richesses, selon le mérite. De l'autre, la justice commutative, pour les échanges de tous les jours, là c'est l'égalité stricte. Et enfin, la justice corrective, qui intervient pour réparer un tort, pour remettre les choses en ordre. Mais Aristote sait bien qu'une loi, aussi bonne soit-elle, peut parfois être trop rigide. Elle ne peut pas prévoir tous les cas particuliers. C'est là qu'intervient ce qu'il appelle l'équité. C'est cette sagesse qui permet d'adapter la règle générale à une situation unique. En gros, c'est appliquer l'esprit de la loi, pas seulement sa lettre, pour qu'elle reste juste. Bon, on quitte l'Antiquité. Changement radical d'ambiance. On avance de plusieurs siècles pour voir comment cette belle vision d'un ordre naturel va voler en éclats, à cause des guerres civiles et d'une question nouvelle et assez terrifiante. Et si la société n'était pas du tout quelque chose de naturel, si c'était une construction, un artifice qu'on a inventé pour échapper à une réalité bien plus sombre? Cette idée, c'est le point de départ des théories du contrat social. La justice n'est plus quelque chose qu'on découvre, c'est quelque chose qu'on construit. Et pour illustrer ça, personne de mieux que Thomas Hobbes. Il écrit en pleine guerre civile anglaise, et pour lui, sans société, c'est l'horreur. L'état de nature, c'est une guerre de tous contre tous. Sa formule est tristement célèbre, l'homme est un loup pour l'homme. Et là, on a 2 visions qui s'opposent totalement. Pour Hobbes, on l'a vu, l'état de nature, c'est le chaos, un cauchemar qu'il faut fuir. Pour un autre penseur, John Locke, c'est tout le contraire. L'état de nature est plutôt pacifique, les gens ont déjà des droits naturels. Le seul problème, c'est qu'il manque un juge, un arbitre impartial pour régler les disputes. Et forcément, avec des points de départ si différents, leur vision du gouvernement n'a rien à voir. Chez Hobbes, pour avoir la sécurité, on abandonne notre liberté à un pouvoir absolu, le Léviathan. La justice, c'est simple, c'est obéir à la loi. Chez Locke, le but du gouvernement, c'est de protéger les droits qu'on a déjà. Le pouvoir doit donc être limité. La justice, ici, c'est ce qui protège l'individu, y compris contre l'État. Et puis, Jean-Jacques Rousseau entre en scène. Il va prendre cette idée de contrat social et la retourner comme un gant. Sa question est totalement révolutionnaire pour l'époque. Et si le peuple lui-même devenait le souverain? Rousseau, lui aussi, pense qu'on a besoin d'un contrat. Mais son diagnostic est différent. Pour lui, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt, notamment avec l'invention de la propriété privée. Son but n'est donc pas d'échanger la liberté contre la sécurité, mais de trouver un moyen de rester aussi libre dans la société qu'on l'était avant. Et pour ça, il invente un concept clé, la volonté générale. Attention, c'est une idée subtile. La volonté de tous, c'est juste l'addition de tous nos intérêts égoïstes. La volonté générale, elle, vise le bien commun.
C'est ce que nous voudrions si nous pensions en tant que citoyens et non en tant qu'individus. Et ça change tout. Parce que si la loi est l'expression de cette volonté générale, alors en obéissant à la loi, on n'obéit à personne d'autre qu'à nous-mêmes, en tant que membres de la communauté. C'est une vision très forte. La justice et la liberté deviennent une seule et même chose. C'est là qu'il a sa formule un peu paradoxale. On peut être forcé d'être libre. Allez, on fait un grand bond en avant, on arrive au XXe siècle. Et là, on rencontre un philosophe majeur, John Rawls, qui va tenter de répondre à la question de la justice pour nos sociétés à nous modernes, complexes et pluralistes. Le problème de Rawls, c'est le nôtre. Dans nos démocraties, on a des opinions, des religions, des visions du monde complètement différentes. Comment, dans ce contexte, peut-on se mettre d'accord sur des principes de justice qui conviendraient à tout le monde ? Pour résoudre ce casse-tête, Rawls va imaginer une expérience de pensée incroyable. Il nous demande d'imaginer qu'on doit choisir les règles de base de la société, mais en étant placé derrière ce qu'il appelle un voile d'ignorance, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument rien de la position qu'on occupera dans cette future société. Derrière ce voile, on ignore notre statut social, notre fortune, nos talents, nos origines, tout. Et cette ignorance, c'est la clé, parce qu'elle nous force à être impartiaux. On ne peut pas choisir des règles qui nous avantageraient, puisqu'on ne sait pas à qui on sera. Du coup, par prudence, on va choisir des principes qui protègent tout le monde, et surtout, qui assurent le meilleur sort possible à ceux qui seront les plus mal lotis, juste au cas où ce serait nous. Et voilà, ce voyage à travers les grandes idées de la justice touche à sa fin. Mais attention, ça ne veut pas dire que la conversation est terminée, loin de là. On a fait un sacré chemin, non ? On est parti de la justice comme harmonie chez les Grecs, on a vu comment elle est devenue un contrat de survie avec Hobbes, puis l'expression de la volonté du peuple avec Rousseau, pour finir par devenir une question d'équité fondamentale avec Rawls. Chaque penseur a ajouté une pièce essentielle à ce grand puzzle. Et aujourd'hui, face aux inégalités qui explosent, à la crise climatique, à la révolution numérique, qu'est-ce que ça veut dire être juste ? Cette immense conversation philosophique, vieille de plus de 2000 ans, eh bien maintenant, c'est à nous de la poursuivre. La question de la justice, finalement, elle est plus actuelle, plus urgente que jamais.